Salut les sportifs, je vous retrouve pour un nouvel épisode de notre hors-série sur la préparation Ironman. Vous le savez depuis le temps, on préparait l'Ironman de Thun en Suisse pour le 11 juillet 2020. Depuis, il a été annulé, mais nous, on a persévéré dans l'enregistrement de podcasts de ce hors-série pour parler un petit peu de préparation Ironman et puis de préparation au triathlon plus globalement en abordant différentes thématiques. Et là, la date du 11 juillet, qui était la date de l'Ironman, approche à grands pas. Et puis, on continue à enregistrer des épisodes sur le sujet. Il nous en reste 2. Et ce soir, eh bien, on va aborder la partie plan d'entraînement. Alors, on va parler plan d'entraînement au niveau assez général, de savoir un petit peu comment chacun des athlètes qui composent le panel que j'ai devant moi sur mon écran Skype aborde sa préparation. Et puis, en tout cas, pensez à aborder sa préparation pour l'Ironman de Thun cette année. Et puis, du coup, comment est-ce qu'il le prévoit maintenant pour l'année 2021, puisque cette course a été reportée d'une année. Donc, j'imagine en tout cas que mes 3 acolytes du Tri-Team Lutry, que sont Steve, Arnaud et Thomas. Bonjour messieurs. Salut Greg. Salut à tous. Salut. J'espère que vous avez tout de suite rempilé pour l'Ironman de Thun 2021. Vous n'avez pas réfléchi et vous avez tout de suite transféré votre inscription pour l'année prochaine. Steve, je te vois hocher de la tête. Ouais, moi j'attendais un petit peu que éventuellement ça se planifie un peu plus tard dans l'année 2020. Bon, on a assez rapidement vu que ça allait se déplacer en 2021, ce qui a été confirmé. Après, la petite parenthèse, il m'est arrivé une petite blessure entre-temps, donc là effectivement pour 2020 c'est cuit. Donc non, et puis après du coup j'ai assez pris rapidement la décision de prolonger pour 2021 comme aussi également les autres courses que j'avais prévues en 2020. Ouais, c'est vrai qu'on a pas mal reporté de courses. Arnaud, toi aussi t'as reporté ton inscription directement sur 2021 ? Ouais, évidemment, ouais, c'est même... Enfin bon, on se sentait prêt psychologiquement à affronter l'épreuve. Là, maintenant, ça donne un peu plus de temps pour physiquement se mettre à niveau. Donc, non, il y a une frustration, évidemment, mais au moins, on est au clair sur ça et on se réjouit. Très bien. Et puis toi, Thomas, non plus, aucun doute, 2021, c'est déjà booké. Exactement. Aucun doute, hôtel et courses bookés pour 2021. Parfait. Donc, on se retrouvera là-bas pour enfin s'affronter, entre guillemets, sur ces parcours qui sont toujours aussi magnifiques. Je suis retourné pendant mes vacances forcées d'il y a quelques semaines faire une fois cette boucle de vélo, puis une fois le parcours de course à pied. C'est vraiment un Ironman magnifique. Et puis, ce soir, pour enregistrer cet épisode sur les plans d'entraînement, eh bien, on retrouve mon compère Hermano. Salut Hermano. Salut à tous, bienvenue dans ce podcast et merci de m'accueillir. Oui, on est tous un petit peu en train de rire. On a Greg qui pour une fois s'est figé. Alors pour les fidèles auditeurs de ce podcast, vous le savez, en général c'est moi qui ai des gros problèmes avec mon ordinateur, mais aujourd'hui je suis bien content que ce ne soit pas moi et que ça plante un peu plus du côté de chez Greg. Donc j'en ai profité pour faire un petit screenshot juste pour la postérité. Bref, revenons au sérieux. Écoute Greg, merci de m'inviter dans cette hors-série Ironman avec tes amis du Tri-Team Lutry, et puis hâte d'entendre un petit peu ce que vous avez à nous dire sur les plans d'entraînement, plutôt sur la préparation pour les courses et peut-être aussi de replanifier quelque chose pour l'année prochaine. Alors effectivement, ce soir, on va parler de plan d'entraînement et puis un petit peu comment chacun planifie alors un entraînement spécifique. Par exemple, là, on parle de l'objectif Ironman qui nous concerne tous les 3, mais ça peut être vraiment n'importe quelle échéance dans la saison. Comme je le disais juste avant de commencer l'enregistrement à mes coéquipiers, c'est que j'ai constaté à travers le temps que ma pratique personnelle en termes de plan d'entraînement, elle avait radicalement changé entre le premier half auquel je me suis confronté, où j'y suis allé vraiment avec un entraînement au jour le jour, où je faisais mes séances les unes après les autres sans vraiment avoir de cohérence dans l'ensemble. Et puis maintenant, mes objectifs pour cette préparation Ironman, les choses ont vraiment changé et puis j'ai une préparation qui est devenue beaucoup plus structurée et voilà, l'idée c'est de faire un petit peu un tour du
des personnes qui sont là en face de moi. Alors Hermano, je sais pas si tu as vraiment quelque chose que tu es en train de préparer actuellement, mais je sais que toi, en tout cas, au moment où tu préparais ton marathon en fin d'année passée, tu avais pris un coach pour t'accompagner pour cet objectif. Est-ce que maintenant, tu as des objectifs en triathlon et est-ce que tu as déjà pensé à élaborer un plan d'entraînement ? Alors écoute, pour refaire un petit peu toute l'histoire, c'est vrai que moi je passe un petit peu mon temps à m'entraîner, me désentraîner et du coup à réajuster mes stratégies. Au tout début où j'ai découvert le triathlon, j'étais vraiment comme toi, c'est-à-dire que j'y allais au jour le jour et puis je m'inscrivais sur les courses et j'essayais d'ajuster les entraînements par rapport au ressenti en course et par rapport aux difficultés que je pouvais éprouver pendant les compétitions. Il y a 13 ans, quand je suis arrivé au Luxembourg, la première chose que j'ai faite, c'est m'inscrire dans un club de triathlon. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une personne qui allait devenir mon coach et puis aussi un très bon ami et qui m'a pris en main sur tout le reste de ma prépa. Bon, après, on en a déjà parlé avec Denis, on en a déjà parlé en intro de ce podcast. J'ai passé aussi de nombreuses années à ne plus pratiquer. Et là, depuis que je reprends, effectivement, je me suis à nouveau attaché les services de ce coach qui s'appelle Paul et qui m'a préparé dans un premier temps pour les marathons, enfin pour le marathon de Rotterdam où je suis allé l'année dernière et qui devait normalement me préparer pour les compétitions cette année, mais avec la crise sanitaire que l'on connaît, c'est reporté. Alors, pas sûr qu'on remette le couvert l'année prochaine, en tout cas avec lui, parce qu'il a décidé un petit peu de se concentrer sur autre chose et notamment son fils qui tente une qualif pour Hawaï, mais en tout cas moi je passerai volontiers par la case coach et préparation pour pouvoir me guider et pouvoir me dispenser un petit peu de cette difficulté et surtout au regard de mon calendrier qui est un petit peu compliqué, je remettrai ça à quelqu'un d'expérimenté pour me guider. Donc voilà, le jour où tu auras vraiment des objectifs spécifiques en triathlon, ce sera confié à un coach. Si c'est pas l'actuel, ce sera un autre. Effectivement, oui. Et puis, Arnaud, toi, est-ce que au niveau de ta préparation, tu fais appel à un coach ou est-ce que tu planifies un petit peu toi ou alors est-ce que, un petit peu comme je le disais en début de podcast, toi, tu prends une séance après l'autre, tu regardes un petit peu ce qu'il y a sur le calendrier d'entraînement du club et puis tu fais ces entraînements-là ou tu as une stratégie un petit peu plus définie ? Écoute, non, la stratégie que j'ai, c'est principalement de faire du volume, dans le sens où je prends en effet les séances les unes après les autres. J'ai pas suffisamment de stratégie à ce niveau-là. Évidemment, toutes les thématiques qu'on a abordées dans les podcasts sur cette préparation à l'Ironman de Thun m'aident un petit peu à me projeter. Donc, je t'avoue que d'une certaine manière, ça m'aide un petit peu à envisager les prochains mois. Je pense que, comme on avait dit, un petit peu étape par étape. D'abord, on se met à faire du sport et ce triple effort, un peu en mode loisir. Ensuite, il y a peut-être la volonté de rejoindre un club qui déjà apporte une structure dans l'entraînement et un petit peu des discussions qui vont autour. Et je vois un petit peu comme l'étape ultime qui est justement d'avoir un professionnel à ses côtés. Pour vraiment aiguiller et organiser, planifier en fait finalement des séances. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, là par exemple, je suis allé nager. Peut-être que si j'avais eu un coach, il m'aurait dit, écoute, t'as pas couru depuis une semaine, peut-être qu'il faudrait courir. Donc je le fais vraiment à l'envie et peut-être, je sais pas, ça sera une question à se poser peut-être plus aux alentours de septembre, octobre. Je sais que d'un point de vue vraiment thématique spécifique, un coach en natation typiquement, donc là on n'est pas au niveau de la planification mais vraiment sur le sport en tant que tel, j'en ai besoin. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais étudier comme option. Mais sinon, sur la planification des entraînements, je pense que je vais encore rester un petit peu à l'envie, quitte à pourquoi pas faire un test, puis surtout écouter les retours d'expérience. Parce que justement autour de nous, du coup Hermano, Thomas ont des coachs, donc c'est intéressant aussi de dialoguer, etc. Mais moi je le vois vraiment comme aussi une sorte de rigueur dans la planification de ses semaines, quoi. Donc du coup, magnifique transition puisque tu as parlé du coach de Thomas. Donc Thomas, c'est plus un secret. Donc toi, tu as décidé de t'adjoindre les services d'un coach pour préparer ta saison et tes objectifs cette année et puis a priori, j'imagine, l'année prochaine. Exactement. Comme Hermano, j'avais besoin un peu de cette structure dans un agenda déjà très chargé, un peu une structure de planification progressive, parce que j'avais tendance à vouloir faire beaucoup en peu de temps,
chose qui en fait mène très vite à pas grand-chose, hein. Donc j'ai commencé ça pour cette année sur les 70.3. Tout n'était pas l'objectif principal. Mais je pense que ça m'a quand même bien aidé d'avoir cette structure avec un plan d'entraînement de février à septembre cette année. Et je pense clairement recommencer l'année prochaine et cette fois avec Toon comme objectif principal, donc sur des distances un peu plus longues. Un entraînement qui va sûrement varier, ça sera une discussion à avoir avec le coach. Quelles seront les différences entre un focus 70.3 cette année et un focus full l'année prochaine. Donc clairement c'est un format je pense qui fonctionne. La structure du club est toujours importante pour moi, notamment sur la partie running chaque semaine. Après, c'est vrai que le coach personnalisé apporte ce petit plus dans une vie déjà bien chargée pour être sûr qu'on part pas un peu à l'envie ou dans tous les sens et qu'on reste un peu structuré. Voilà, une préparation calibrée pour du half cette année, mais alors l'année prochaine, Toon deviendra du coup l'objectif principal. Et Steve, donc toi, tu as déjà préparé un Swissman, tu as déjà préparé de nombreux half, et puis là, tu étais en route pour préparer cette année, je le rappelle à nos auditeurs, tu l'avais dit lors du premier épisode, 3 distances Ironman cette année, hein, si je me trompe pas, tu étais inscrit au Swissman, à l'Ironman de Toon et à l'Ironman de Copenhague, donc du coup, j'imagine que tu as remis ça à l'année prochaine. Oui, effectivement, les trois courses, je les ai repoussées à l'année prochaine, 2021. Après, par rapport à une préparation perso ou avec un coach, effectivement, c'est un sujet qu'on a déjà pas mal partagé lors de ce podcast depuis le début, et puis aussi déjà au sein du club, on a peut-être partagé avec d'autres personnes qui ont déjà vécu l'expérience d'avoir un coach. Alors c'est clair que c'est assez tentant parce que je pense que ça apporte un résultat plus que positif, mais moi je pense que je vais rester un peu à la méthode classique, dans le sens que je pense que je vais récupérer un peu mon expérience de préparation Swissman de 2017, l'expérience aussi que m'a apporté cette année 2020, parce que je pense que je peux retirer quelques points à ne pas refaire pour l'année prochaine. Si je prends mon exemple, c'est vrai que début mars, quand on est rentré de Fuerteventura, de notre semaine de vélo, et après, il y a eu le confinement, et puis il a fait 3 mois une météo juste magnifique. Et puis là, comme disait Thomas ou Arnaud, le risque, c'est de partir un peu dans tous les sens. Et puis je pense que je l'ai bien vécu. J'ai fait pas mal de volume. Alors ok, c'est ce qu'il faut faire, mais j'ai aligné quelques semaines à 10 ou 15 heures de sport. Et puis je pense que c'était pas suffisamment structuré. Donc j'ai pas suffisamment observé des pauses ou des semaines un peu plus faibles. Donc je vais pouvoir retirer en fait cette expérience que j'ai eue ce printemps 2020. Et comme tu le dis, effectivement, ma préparation en Swissman 2017 va quand même m'aider dans ma future préparation. Bon, pour reboucler sur un épisode qu'on avait fait avec Denis, tu as quand même bien appris qu'il ne faut pas aller s'entraîner à jeun, j'espère. Ça, je l'ai retenu. Donc on voit qu'il y a des stratégies déjà au niveau de l'entraînement qui sont ici radicalement différentes. J'imagine que Thomas, avec son coach, lui, a établi un programme. Alors déjà un programme sur le long terme qui est assez... qui donne les grandes lignes un petit peu de où il veut être dans 1 mois, dans 2 mois, et puis en automne quand ces halfs auront lieu. Et puis on voit Arnaud qui, lui, quand il a envie d'aller à la piscine ou d'aller nager au lac, il y va, puis le lendemain il verra bien ce qu'il met comme entraînement. Donc voilà, là il y a des stratégies un petit peu différentes. Maintenant, si on se projette un petit peu au début de l'année prochaine, la préparation spécifique pour Toon, qui est au mois de juillet, je pense qu'elle va commencer au plus tard pour nous en février. Donc du coup, un petit peu, si on se projette à ce moment-là, comment est-ce que vous voyez votre planification ? Alors, Thomas, lui, il va pas s'en occuper, ou en tout cas, il va juste en discuter avec son coach et puis donner des grandes lignes, peut-être par rapport à son emploi du temps professionnel et puis à la disponibilité qu'il a pour prendre des congés pour des camps d'entraînement, etc. Mais lui, il va pas vraiment s'occuper de
tout ce cheminement-là vers la préparation. Par contre, Arnaud, toi, tu vois comment tu vas planifier semaine après semaine tes séances ou tu vas regarder déjà, j'aimerais au mois de mai arriver à tel état et puis ensuite au mois de juillet avec X sorties de vélo de plus de tant de kilomètres ou alors tant de distance, de dénivelé, voilà. T'as déjà une idée de stratégie ou pas du tout? Écoute, oui, en termes d'objectifs, je vais essayer d'être un peu plus sérieux. C'est vrai que jusqu'à présent, voilà, on en parle et je le prenais un petit peu, comme je l'explique, avec l'objectif de le terminer. Ça sera toujours le cas dans un an, hein. Mais je vais essayer de commencer à mettre des objectifs de temps là-dessus. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de très concret, mais en tout cas, je vais essayer de mieux me concentrer par discipline à obtenir des résultats. Je l'ai vu là cet hiver, on en avait parlé ensemble. J'ai fait une bonne mise en forme sur Home Trainer qui m'a fait arriver en fait au camp de Fuerteventura dans des conditions qui étaient correctes. Enfin, pour moi en tout cas. Donc ça, c'est un des objectifs, par exemple, à vélo, hein, c'est de vraiment garder la constance pendant l'hiver. J'avais aussi ce problème de pied, que je parle au passé, mais qui est toujours un peu latent. Cette douleur au niveau du fascia plantaire. Donc ça à contrôler, mais j'aimerais avoir un hiver qui est un peu plus fort en termes de sortie. Donc pareil, il n'y a pas un objectif précis, mais c'est juste arriver dans une aisance et ensuite, en fonction de mes objectifs, déjà être pas mal en début d'année. Et puis enfin, la natation, pareil. Là, on parle quand même de grandes distances. Comme je l'ai mentionné juste avant, je pense que j'ai une bonne marge de progression en termes de technique. Et après, l'endurance suivra en fonction, voilà, du volume effectué. Donc, pour répondre clairement, je n'ai pas un objectif précis de temps par discipline, juste un peu plus structuré. Et puis encore une fois, je rentre un peu plus chaque fois dans des discussions avec tout le monde, ce qui m'aide à mieux mapper ce qu'il y a à faire de mon côté. Je voulais rebondir quand tu dis que l'année prochaine tu travailleras un petit peu plus, notamment sur la natation où il y a une belle marge de progression et peut-être plus sur l'aspect technique. Comment est-ce que tu envisages justement de travailler cet aspect technique si tu es seul au bord du bassin, si tu es tout seul dans le bassin, ou est-ce que là tu vas vraiment, au moins pour la natation, t'associer les services d'un coach ou d'un conseil particulier qui va pouvoir un peu plus t'aiguiller? Parce que je pense que autant le vélo et la course à pied, sur la partie technique, il y a encore des moyens de se filmer, de se regarder, etc. Sur la partie de natation, c'est peut-être un petit peu plus difficile de s'auto-coacher. Oui, alors il y a zéro auto-coaching de mon côté, hein, autant qu'on se le dise tout de suite. Je suis déjà parti avec un coach dans une piscine, mais qui était en groupe. Et c'était pas mal, mais pas suffisant, disons. Je pense qu'il y a, enfin, voilà, un peu comme tout, hein, mais pour à peu près tout se passer un petit peu par ces questions-là, il faut que ce soit de manière régulière. Donc, j'ai pris contact avec 2-3 personnes et c'est juste en fait de se lancer là-dedans, hein. Donc, c'est clair que je veux. Enfin, là, la progression passera forcément par un contact avec un entraîneur particulier. Ouais. Ok, donc voilà, mettre l'accent sur la technique en natation, peut-être un petit peu plus de volume sur la course à pied si ta blessure au pied dont on a parlé dans l'épisode précédent le permet. Et puis du coup, pour le vélo, c'était une bonne expérimentation de partir à Fuerte avec un peu de home trainer dans les jambes pour y aller. Et puis, voilà. Après, ça dépend tellement de la météo aussi qu'on a pendant la préparation. La partie cycliste, c'est très dépendant du temps qu'on a dehors et puis de la motivation qu'on peut avoir à faire des heures sur le rouleau. Steve, toi, tu nous as dit tout à l'heure, et c'était intéressant, que sans une planification un petit peu plus long terme, on avait tendance à se cramer, hein. Moi, j'ai constaté ça aussi, hein, personnellement. C'est-à-dire que si mon plan d'entraînement
temps, il est juste le dimanche de me faire la planification de ma semaine qui arrive, et puis de faire ça de manière cyclique, c'est-à-dire chaque semaine je replanifie la suivante, on a tendance à accumuler beaucoup de charges et puis à pas forcément bien équilibrer les 3 sports. En tout cas en triathlon, c'est ça qui est aussi d'intéressant, c'est de pouvoir faire une semaine où on met l'accent sur la course à pied, et puis une autre où on met l'accent sur le cyclisme, et puis tout d'un coup de faire une semaine où on fait beaucoup d'entraînement en natation, mais de pouvoir un petit peu récupérer entre deux. Et si on le gère pas ça, on part facilement dans du surentraînement. C'est un peu ce que tu as vécu en début de saison. Tu vas changer donc ça l'année prochaine. Est-ce que tu vas faire de la planification à plus long terme, ou est-ce que tu vas plutôt te focaliser sur de la récup, ou voilà, comment est-ce que tu penses que tu vas gérer ça pour pouvoir préparer tes 3 Ironman? Alors, je pense que justement, je vais profiter de cette expérience et puis en ressortir quelque chose d'un peu plus riche. Je pensais en fait partir de la date de la course, donc qui sera mi-juillet 2021, puis effectivement, éventuellement de faire un rétro-planning. Donc toi, tu parlais, Greg, d'attaquer un peu notre préparation à 5 mois. Donc entre 5 et 6 mois, je pense qu'on va commencer entre janvier et février. Et puis là, je vais attaquer un planning à partir de ce moment-là. Et puis voir comment poser mes 3 semaines de charge avec une semaine un peu plus cool, et puis voir quelle discipline à quel moment. Mais ça va aussi dépendre d'événements extérieurs, comme tu l'as aussi mentionné par rapport à la vie professionnelle et privée. Je pense qu'on n'a pas tous la même disponibilité à ce niveau-là. Donc de placer des semaines à 10, 12, 15 heures de sport avec un boulot et une vie privée, c'est pas toujours facile. Et puis Arnaud l'a aussi mentionné par rapport à être prêt déjà en termes de kilomètres à vélo en début d'année pour être relativement en forme lors du camp d'entraînement qui aura probablement lieu comme chaque année courant mars. Mais oui, c'est clair que c'est encore pas fait aujourd'hui, mais je vais me faire des plans d'entraînement un peu plus précis que ce que j'ai fait, même si je reprends l'entraînement que j'ai fait pour le Swissman 2017, j'avais un peu misé sur l'expérience d'autres collègues du Tri-Team Nutri qui avaient déjà fait la course, où en fait, on m'avait dit il faut que le plus utile serait vraiment de miser sur le vélo pour en fait être suffisamment en forme pour attaquer le marathon à la fin du vélo. Donc j'avais fait beaucoup plus de vélo que les 2 autres disciplines, mais je pense que ça n'a pas été une erreur, parce que c'est vrai que le vélo est bien passé, mais je pense que du coup j'ai un peu mis de côté la course à pied, et puis y a quand même un marathon à faire après avec 2000 mètres de dénivelé, donc je pense que ça aussi c'est un point que je peux améliorer, c'est ne pas tout miser sur le vélo, mais aussi en garder un peu pour la course à pied, parce qu'il faut quand même aligner les kilomètres après, quoi. Et puis le paramètre que j'ai maintenant à prendre en compte pour ces prochaines semaines et mois, c'est la petite blessure que j'ai à gérer actuellement. Et puis là, la rééduque va commencer, on va dire, à la fin de l'été, au début de l'automne, début septembre. Je vais peut-être pouvoir commencer à recourir. Et puis j'espère que tout va bien se passer pour que je puisse déjà aligner quelques séries, recommencer un peu de volume en course à pied avant la fin de l'année. Parce que s'il n'y a pas tout qui est remis comme il faut encore cette année, ça pourrait compromettre mon début d'année 2021. Hermano, je crois que tu voulais intervenir. Oui, je voulais rebondir en fait sur ce que tu disais, Steve, parce que c'est effectivement la difficulté quand on s'entraîne seul de pouvoir jongler sur les agendas privés, perso et pro. Et puis d'autant plus que finalement dans le triathlon, on a 3 sports à gérer. Donc on a des sports qui on peut travailler en vélo et avoir un bénéfice en course à pied. On peut travailler en course à pied et avoir un bénéfice en vélo. Bon, sur la partie natation, c'est peut-être un peu plus compliqué au niveau des entraînements croisés et des bénéfices croisés. Mais je pense que soit il te faut vraiment un sacré paquet d'expérience pour pouvoir gérer cet aspect de travailler dans 3 sports et pas en faire plus dans l'un ou plus dans l'autre, ou réussir à bien équilibrer. Je pense aussi que ça passe par des phases de préparation. Peut-être qu'en hiver, on va beaucoup plus travailler le foncier et travailler plus la technique sur la natation. Et peut-être un peu moins la natation en été, ou plutôt travailler plutôt sur la longue distance, mais beaucoup moins les exercices techniques. Ça pourrait être intéressant, toi, Greg, qui t'entraînes tout seul, qui lis beaucoup, qui te renseigne beaucoup là-dessus, que tu nous en dises un petit peu plus sur justement comment est-ce que tu organises, comment tu fais ton rétro-planning et ton planning d'entraînement.
Alors, je vais peut-être changer un tout petit peu les choses, mais ça, on en parlera un petit peu plus concrètement lors du prochain épisode, quand on fera un petit peu le bilan de cette série. Hein, mais les dernières semaines, et puis la planification un petit peu du tapering, que je vais un petit peu modifier par rapport à ce que je faisais par le passé. Mais voilà, en gros, moi, ce que je préconise, et puis moi, mon entraînement, on parlait avant de partir sur du spécifique à peu près 5 mois de la date en question. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir avec mon entraînement complet à 8 mois de la date. C'est-à-dire qu'au début décembre, je vais commencer un entraînement spécifique pour Toon 2021 qui aura lieu, ça fera le 9 juillet 2021. Donc voilà, ça va faire début décembre que je vais commencer, mais avec 3 mois où je vais commencer à faire vraiment, comme tu le disais, du foncier, de l'entraînement avec des intensités basses pour... alors d'une part, ça permet de faire du volume sans accumuler trop de fatigue, ça c'est intéressant, et puis c'est aussi des moments où au mois de décembre et janvier, c'est pas forcément super sexy d'aller faire des 160 km de vélo dehors, donc ça permet aussi de tourner les jambes sur le home trainer pendant 1h30, mais sans trop faire d'intensité, et puis voilà, on fait du fond, comme Denis le répète, on repousse un petit peu ces seuils ventilatoires. Donc ça permet aussi déjà de constater une petite amélioration au niveau des seuils, et puis ça permet déjà de commencer à faire le fond, en fait, à creuser les fondations de cet entraînement qu'on va faire. Ensuite, après ces 3 mois, on va commencer à rajouter un petit peu de qualitatif. Moi, je vais pas commencer tout de suite à aller faire des 400 mètres sur la piste parce que je suis toujours pas convaincu que pour préparer une longue distance, il faut courir des intervalles courts à très haute intensité. J'ai plutôt tendance à faire des intervalles de type 400 ou 800 mètres, mais pas couru à VMA ou proche de VMA, mais plutôt viser des allures de compétition, voire un petit peu plus. Et puis de continuer à faire des entraînements avec ces allures de compétition pendant 2 mois à peu près. Donc là, on est entre février et avril, et d'allonger un petit peu ces intervalles-là, et de maintenir quand même un tout petit peu pour maintenir la VO2, et puis de maintenir au niveau neuromusculaire tout ce qui est haute intensité avec du 30-30 ou avec des fartleks avec des intensités un peu plus hautes, mais vraiment ça doit pas être la majorité des entraînements, en tout cas pour un Ironman. Et puis ensuite, c'est plus on va vers la compétition, plus les distances s'allongent, forcément, parce que quand il faut envoyer 180 km de vélo et puis ensuite un marathon, donc il faut faire des sorties de ce type-là, c'est de multiplier les sorties longues à pied et puis à vélo, d'essayer d'enchaîner, alors soit d'enchaîner plus long à vélo et un peu plus court en course à pied, soit l'inverse, mais jamais forcément mettre un 160 km de vélo puis du 25 km de course à pied juste derrière, parce que alors ça c'est le coup pour accumuler une telle charge de fatigue et de risque de blessure que forcément on va dans le mur assez rapidement. Mais pourquoi pas faire 40-50 km de vélo juste pour être un petit peu en pré-fatigue, pour avoir cette foulée et puis cette appréhension de la course à pied qui sera un petit peu celle qui vient après le vélo quand même, puis ensuite de faire un entraînement de 20 km en course à pied, ou alors l'inverse, c'est d'aller faire 160, 180 km de vélo, puis ensuite de faire 5, 7 km de course à pied, juste pour qu'on se rende compte et puis qu'on habitue un petit peu le corps à cet effort-là. Et puis après, c'est de multiplier ces sorties longues, et puis d'augmenter à chaque fois à l'intérieur de ces sorties longues des moments où on est à très basse intensité, et puis des moments, des fractions dedans où on est à l'allure de la compétition, pour essayer de cibler un petit peu cette allure-là. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma stratégie pour le mois de mai et début juin. Et puis ensuite, c'est de commencer la phase de tapering. Alors là, je sais pas exactement comment je vais gérer parce que j'ai pas encore le planning 2021. L'idée en 2020, c'était d'aller très exactement 1 mois avant faire un half en mode à bloc au Danemark, et puis ensuite de faire un petit peu la stratégie dont on avait discuté lors de l'épisode où on parlait spécifiquement de ce tapering. C'est ensuite, après, de pleinement récupérer de ce demi-Ironman pendant 2 semaines, vraiment avec des entraînements qui sont à allure basse, et puis vraiment des sorties récup juste pour faire du maintien, mais pas forcément de faire de l'entraînement spécifique. Et puis ensuite de reprendre 1 semaine d'entraînement comme
comme la semaine d'avant, avec une sortie longue, avec peut-être quelques intensités, ou en tout cas des allures cibles de course du seuil, et puis ensuite d'aller décrescendo dans l'entraînement dans la semaine qui précède l'Ironman pour arriver le plus reposé possible, mais le mieux entraîné possible le jour de la compétition. Sur le papier, ça ressemble à quelque chose. Après, il y a toujours la problématique de comment on met ses entraînements dans son calendrier, qu'est-ce qui va se passer dans la vie en général. Hein. On en parlait tout à l'heure de conjuguer vie professionnelle, vie privée, vie sportive, comment arriver à suffisamment récupérer, parce que non seulement le sport lui-même va prendre du temps dans la journée, mais en plus il va nous fatiguer, on va avoir besoin plus d'heures de sommeil et de plus de récupération, et puis les autres heures de la journée sont incompressibles, donc voilà, il y a une stratégie aussi au niveau de la gestion du temps qui est à adopter, et c'est toujours assez délicat de jongler avec tout ça de manière idéale, mais si je devais avoir un plan, ce serait celui-là. Et du coup, quand tu fais ton plan, quand tu fais ton rétro-planning, est-ce que là, maintenant, tu prends une grande feuille de papier et puis tu te mets l'année, les éventuels milestones qui sont fixés par la famille, par les amis, ou les quelques compétitions qui te font vraiment plaisir et sur lesquelles tu veux vraiment aller, mais que tu ne vas pas spécifiquement préparer, est-ce que tu fais déjà ta frise, ta ligne du temps, et puis dessus tu mets tes blocs et tu regardes un petit peu comment est-ce que tu voudrais un petit peu à quoi ça ressemble, ou alors tu vas gérer ça un petit peu à la semaine, au mois, aux 2 mois, au trimestre? Je vais gérer ça de manière très globale au début et puis aller toujours vers le plus précis. C'est-à-dire que je vais mettre mes milestones principaux de ma préparation. En l'occurrence, l'année prochaine, pour préparer Toon, a priori, il devrait y avoir un camp d'entraînement avec le club d'une semaine au mois de mars qui va être noté dans mon calendrier d'entraînement. Il va y avoir une compétition de course à pied au mois d'avril qui devrait normalement être les 20 km de Lausanne pour vraiment un petit peu voir où j'en suis au niveau course à pied à ce moment-là. Il devrait y avoir le 70.3, donc le half, qui va me permettre de faire un mois avant la compétition. J'espère que ce sera toujours possible d'en trouver un exactement 4 semaines avant. Et puis, il y aura la course. Donc ça, c'est vraiment déjà les milestones principaux. Puis ensuite, dedans, je vais mettre mon calendrier, donc mes différentes échéances. Quand est-ce que j'arrête de faire que du foncier? Quand est-ce que je commence à faire un petit peu d'intervalle et puis à reprendre un petit peu les intensités? Quand est-ce que je vais vraiment commencer à allonger les sorties? Et puis ensuite, je vais définir des blocs de 4 semaines où il y aura 2 semaines de travail intensif, enfin voilà, une semaine de récupération et puis une semaine de reprise, et puis ensuite travailler en bloc de 4 semaines, et puis ensuite à l'intérieur de ces blocs de 4 semaines, ça devient vraiment du peaufinage au niveau des séances elles-mêmes, et ça se fait 2-3 semaines à l'avance en fonction de comment se dessine l'emploi du temps pour ces semaines-là. Donc je pense pas que dès le début, début décembre, je pense pas que j'aurai ma semaine exacte avec toutes mes séances du 14 au 17 avril, mais par contre, j'aurai une idée de ce que je vais faire cette semaine-là. Et puis au fur et à mesure du temps, et puis il y a aussi des fois des impondérables, hein. Tout d'un coup, l'entraînement, il se passe pas tout à fait comme on voudrait, et puis il y a une raison, une blessure ou peu importe quoi d'autre qui fait qu'on peut pas faire des sorties longues de vélo dès le début du mois d'avril, donc il faut repousser, il faut... Voilà, c'est jamais immuable, hein, un plan d'entraînement, ça bouge tout le temps. Ça bouge aujourd'hui parce que je dois rester au bureau, parce qu'il y a une réunion qui s'est organisée que j'avais pas prévue, donc du coup ma sortie longue de course à pied elle va pas se faire, donc il faut que je la déplace demain, mais demain j'avais dû fractionner, et puis enfin voilà, il y a des répercussions et il faut savoir gérer ça intelligemment et pas paniquer, pas se précipiter, et puis savoir réorganiser, savoir être flexible. Donc voilà, je pense que tout ça c'est aussi des choses qu'on apprend avec l'expérience, et puis voilà, j'ai déjà couru 13 demi-distances, donc 13 half, j'ai déjà couru 3 Iron, donc ça permet aussi un petit peu de relativiser, de voir ce qui s'est passé. C'est vrai que quand on prépare son premier half, la moindre séance qui saute dans le programme d'entraînement, c'est la catastrophe, on ne sait pas comment on va gérer, et puis maintenant voilà, on sait relativiser, on sait prioriser. Peut-être que la séance de fractionné de 10 fois 400 mètres, elle n'était pas aussi importante que ma sortie de 23 km qui doit être la sortie longue, qui doit me donner un petit peu le tempo de ma course, et donc du coup je priorise celle-là, ou l'inverse en fonction de l'état de forme dans lequel je suis.
Alors effectivement, et je pense que là, Thomas, là-dessus, tu me démentiras pas. Tout ce que tu décris, alors, évidemment, on le vit tous, hein, de devoir s'adapter, ajuster par rapport au boulot, par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport à la petite blessure, par rapport aux conditions météorologiques. Mais l'avantage d'avoir un coach, encore une fois, c'est que, et surtout si tu as un rapport assez proche avec lui, c'est que tu peux ajuster presque à la minute par rapport à tes sensations ou par rapport à tes impondérables de la journée ou de la semaine. Ouais, c'est vraiment un avantage. Après, moi, je suis peut-être pas aussi proche de mon coach que toi, tu l'es. Donc, parfois, je dirais que la séance saute et puis, comme on adapte à la minute pour le lendemain, c'est pas toujours aussi facile que ça. Donc, parfois, c'est aussi, comme dit Greg, un peu de bon sens, un peu des choix personnels aussi. Est-ce que c'est juste une séance qui saute ou est-ce qu'il faut la décaler? Et je dirais que j'arrive à faire un catch-up avec le coach peut-être une fois toutes les 2 semaines. Et si je sens que 2-3 jours, vraiment, ça n'a pas fait ou pas bien physiquement ou j'ai sauté des entraînements, là on fait un call et puis on s'aligne. Mais sinon, une séance qui saute, comme dit Greg, on relativise et puis voilà, si c'est pas la séance clé de la semaine, on passe à autre chose, on continue et puis on n'est pas à un niveau où voilà, c'est si clé que ça que de louper une séance. Mais c'est vraiment important et Greg, merci pour ce partage de planification parce que je pense que c'est déjà assez structuré dans ta tête. Comment tu vois cette arrivée à Thun pour l'année prochaine, qui sera le 11 juillet normalement. Donc on a hâte d'y être et puis voilà, merci. Bah écoute, voilà, moi c'est un petit peu comme ça que je vois ça en tout cas. On parlait de coaching, moi j'ai aussi utilisé les services de coach. Après c'est vrai que ça a des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire qu'il y a des fois, moi la partie principale du coaching, c'est pas forcément la séance que me donnait le coach par rapport à celle que moi j'aurais fait, etc. Mais c'est tout bêtement, entre guillemets, la pression psychologique de savoir qu'à la fin de la semaine, il y a quelqu'un qui va regarder ce que tu as fait comme entraînement. Moi, c'est ce que tu vois, c'est ce que j'avais noté aussi sur mes notes tout à l'heure pendant que on commençait à échanger. C'est la partie motivation psychologique d'avoir un coach où tu dois rendre des comptes à quelqu'un. Alors ça marche peut-être pas toujours. Tu l'as dit, Thomas, t'es peut-être pas si proche que ça de ton coach. Moi, j'ai la chance que ce soit devenu un ami et donc on discute presque quotidiennement quand on est en phase d'entraînement. Mais ça marche aussi, je pense, maintenant avec les réseaux sociaux où tu vas te mettre à annoncer ton objectif, où tu vas te mettre à annoncer les entraînements que tu vas faire. Chacun verra un petit peu ça comme il veut, mais je me dis que ça peut être aussi une belle source de motivation que de partager tes entraînements ou tes objectifs avec les autres et de te dire mince, ce soir ou demain ou la semaine prochaine, il va y avoir des comptes à rendre et on va peut-être me poser des questions sur pourquoi est-ce que tu annonces ça et tu le fais pas, ou alors pourquoi est-ce que tu t'alloues les services d'un coach et que finalement t'écoutes pas ce qu'il te dit, quoi. Ouais, il y a vraiment ce côté-là. Et je pense que Thomas, toi aussi, c'est une source de motivation d'avoir quelqu'un qui... Ouais. Surtout avec la data qu'on peut avoir aujourd'hui avec des outils comme Strava ou TrainingPeaks, où vraiment le coach peut analyser si on a une baisse de forme dans une des séries, c'est vraiment impressionnant, surtout quand on aime la data. Donc voilà, on peut suivre nous, on peut se challenger nous-mêmes, mais d'avoir cette pression et cette vision un peu extérieure, ça aide vraiment, surtout quand c'est un œil à viser d'un coach et à guérir exactement. Je pense que c'est important et ça met cette petite pression qui peut être intéressante pour le sportif. Et puis, autre question, moi, que j'ai par rapport à ceux qui ont déjà suivi un plan d'entraînement ou en tout cas une préparation pour une course, que ce soit un 20 km de course à pied, un half ou un iron. Est-ce que régulièrement, vous testez par rapport à vous-même, type à vélo, ça peut être clairement un test FTP, ou alors en course à pied, ça peut être un test de VMA, ou alors un test d'1 heure, ou alors un test de 10 km, un parcours de référence qu'on peut avoir en course à pied ou à vélo, ou un 400 mètres ou un 1000 mètres en natation. Est-ce que régulièrement vous faites un pointage là-dessus, ou bien est-ce que là aussi vous allez selon la forme du moment et puis vous faites pas trop de points de référence comme ça dans votre préparation Alors moi, si je prends mon expérience par rapport à une préparation marathon, comme ça on parle d'une autre course qu'un triathlon. Moi, je pense qu'avant de faire ma planification sur 12 semaines, je fais un test VMA. Comme ça, j'ai un tableau en fait où
où je rentre. Après le test VMA, ça peut être un Cooper, un demi-Cooper. Après, on a quand même une valeur qui est assez proche de la vérité. Et puis, je mets cette valeur dans mon tableau Excel. Et puis après, j'ai toutes mes séries qui sont calculées. À quelle vitesse je dois faire un 400, à quelle vitesse je dois faire un 1000 mètres, quel est mon seuil, quelle est ma VMA, quelle est ma vitesse VMA à 70% pour les sorties tranquilles. Et puis, j'essaie de le suivre plutôt précisément. Ouais. Et puis après, est-ce que j'en refais un? Ça m'arrive aussi effectivement d'en refaire un quelques semaines après, voir déjà si moi je me suis amélioré dans ma vitesse, et puis si je dois l'adapter dans mon tableau. Si la différence est de 1 voire 2 km, je pense que ça vaut la peine de l'adapter dans le fichier pour adapter aussi les vitesses des séries, quoi. Donc je le fais moi personnellement pour une préparation marathon. Et donc du coup, l'année prochaine, pour te préparer sur tes Ironman, ce sera pareil, et aussi à vélo peut-être? Alors, je pense que je l'ai pas fait jusque-là, mais effectivement, je pense que cette valeur-là, je l'obtiendrai lors d'un test d'effort que je vais peut-être aller faire chez les personnes qu'on connaît bien à Yverdon, et puis par rapport à cette Ouais. Ouais, effectivement, on a accueilli les 2 filles de VO2 Sport au moment où ça déconfinait en Europe pour avoir des conseils sur la reprise du sport après le confinement. Et puis on a parlé aussi de tests d'effort. C'est régulièrement chez elle que je vais me tester, principalement en course à pied. C'est vrai que la FTP à vélo, on arrive plus facilement à la mesurer nous-mêmes, ou en tout cas à l'estimer nous-mêmes, mais vraiment la course à pied, et puis en plus d'avoir une donnée de VO2 et leur post-analyse, c'est super intéressant. Thomas, toi j'imagine que ton coach, il te fait régulièrement un petit point de situation par rapport à course à pied, vélo aussi, c'est peut-être FTP, PMA, VMA ou autre, mais en tout cas régulièrement un petit pointage. Exactement, il m'a demandé en début de saison si j'étais plus quelqu'un axé vers les tests pour voir l'évolution de la performance, ce qui est mon cas. Du coup, en début d'année, on a fait des tests, principalement natation, donc 100 mètres, 400 mètres, 1000 mètres, 2000 mètres, pour avoir une base, pour structurer les entraînements sur cette base. Et puis, test FTP en vélo, home trainer cet hiver, puis commencer les tests en course à pied. Et là, on rattaque avec le club, donc après le confinement. Donc là, mardi prochain, demain, on fait un test VMA pour reprendre un peu les bases. Et pareil, partir de là et puis noter dans son petit tableau, voir l'évolution de la VMA. Et on fait un petit peu de côte aussi, on fait un petit peu de 5 minutes à fond pour plus de la PMA. Mais ça, c'est des valeurs que je suis un peu moins, j'avoue, la PMA. Donc c'est vraiment VMA, FTP et puis des temps références sur la natation. Ouais, ok. Donc, diagnostic dans les 3 disciplines. Est-ce que, par contre, ton coach t'a suggéré ou proposé ou parlé d'aller faire un test d'effort pour une mesure VO2 en labo ou pas du tout? Pas du tout. Non, c'est quelque chose qu'on utilise les données qu'on a à disposition via Garmin, Strava ou TrainingPeaks pour avoir une estimation. Après, on ne fait pas de contrôle de test de lactate ou de test VO2. C'est quelque chose que je pourrais envisager dans le futur, mais pas pour l'instant. Et puis toi, Arnaud, est-ce que tous ces concepts VMA, FTP, PMA, maintenant on parle même sur Thomas parlait des tests de Garmin. Sur la dernière Garmin pour la natation, il y a même le Critical Swim Speed, donc qui permet de faire aussi un test de performance en natation. Est-ce que tout ça, c'est des tests que tu connais, que tu as déjà fait ou que tu comptes utiliser ou pas du tout? Du coup, je vais t'en boucher un coin, Greg, parce que en réalité, j'ai déjà fait un test sur tapis avec branchement, etc. hein, et en fait, de mon côté, c'était tout simplement de faire un test plutôt de sécurité à la base. C'était avant mon premier Ironman 70.3, 70.3, pour simplement vérifier qu'il y avait pas de contre-indication à la pratique du sport en compétition. Parce que, encore une fois, je n'ai pas forcément d'un background très fort sur l'intensité. Donc, voilà. Donc, en réalité, si, j'ai fait un test comme ça. Et c'est vrai que je rejoins assez Thomas sur on va dire, l'attraction de comprendre la data. Donc, je m'étais mis rapidement sur TrainingPeaks, juste avant que la période d'essai de l'application se termine. mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup et sur lequel je suis assez
assez concentré. Donc pour répondre précisément sur le vélo, grâce au capteur de puissance, j'ai pas mal suivi l'évolution et ça te donne aussi de la motivation pour continuer en fait à aller chercher un peu plus loin. Donc de ce point de vue-là, la FTP, je l'ai bien suivi tout au long de l'hiver et jusqu'à maintenant. Ensuite, au niveau de la course à pied, c'est vrai que je le fais plus à l'allure et je vois en fait la sensation à l'allure. Alors, tu l'as mentionné aussi, il y a pas mal d'indicateurs sur la montre, donc Garmin. C'est un modèle qui commence un petit peu à dater, hein. C'est la Phoenix 3 que j'ai, mais avec la ceinture cardiaque, elle me donne quand même des informations qui sont relativement suffisantes à mon niveau. Donc voilà, la VMA, il faudrait que je la recalcule parce que voilà, il y a eu une grosse période de pause que j'estime de pause. Donc voilà, juste pour se remettre un peu à niveau, mais ça sera un des indicateurs que je regarderai aussi plus sur la fin d'année et puis au moment de la préparation, comme on a dit, aux alentours de se mettre février et ensuite jusqu'à juin. Et puis enfin, la natation, je pense que je l'ai assez abordé. Moi, j'ai fait moi-même les tests de 100, 200, 1000 et 2000 et je suis, je suis à la même vitesse. Le seuil critique, il est celui d'un frigo. Donc non, il y a un besoin déjà avant même de se mettre des objectifs simplement de travailler la technique. Là. Je me rends compte vraisemblablement que encore une fois, le volume que je vais prendre en natation va juste m'aider à tenir sur la distance, mais me fera pas aller plus vite. Donc voilà, et je pense qu'il y a beaucoup encore de choses à voir, mais je mets pas d'objectif particulier, hormis si, ça serait de descendre en dessous des 2 minutes aux 100 mètres. Voilà, ça c'est un objectif, mais sinon, pas plus que ça d'indicateur en natation. Ouais. Parce que toi, de ton côté, on parle de ces tests FTP, VMA, c'est des tests qui sont quand même assez intenses et qu'il faut trouver la bonne période pour les faire. On peut pas, Hermano parlait d'une grosse journée de boulot et puis on fait notre séance. Planifier un test FTP de 20 minutes sur Home Trainer dans une chambre où il fait assez chaud, c'est pas quelque chose qu'on peut faire non plus toutes les 3 semaines, toutes les 4 semaines. Toi, quand est-ce que tu planifies ce genre de test de ton côté ? Alors, c'est une bonne question parce que maintenant, je suis en train de me poser la question de la nécessité de continuer à faire ces tests régulièrement. On parlait d'algorithmes. Maintenant, chez Garmin, si tu as un capteur de puissance et une ceinture cardio sur ton vélo, tu auras une estimation de FTP en fonction des sorties que tu fais. Donc, si tu varies un peu les intensités puis que tu fais des sorties un peu longues avec ton compteur Garmin ou ta montre et puis ta ceinture cardio, avec un capteur de puissance, tu auras automatiquement une mise à jour de ta FTP automatique. Et je dois dire qu'au cours des dernières saisons, j'ai fait pas mal de tests FTP, enfin pas mal. J'essayais d'en faire un toutes les 6 semaines quand je suis en mode préparation pour un objectif. En fait, de faire des tests 6 semaines en course à pied, 6 semaines à vélo et puis 6 semaines en natation, mais bien évidemment de les décaler un petit peu pour pas qu'ils coïncident tous la même semaine, parce que sinon c'est une semaine où t'es mort à la fin de la semaine. Mais voilà, je me pose de plus en plus la question de la pertinence de réaliser ces tests sur une base si régulière. Alors c'est clair qu'en tout début de préparation, je vais partir avec mon compteur et ma ceinture cardio et mon capteur de puissance, et puis je vais faire le protocole de FTP, mais laisser le compteur lui faire l'analyse automatique. Et puis je vais regarder les données que je vais calculer moi par rapport à mon protocole, puis lui ce qu'il m'a calculé, et si déjà là ça correspond à peu près, ensuite je vais le laisser vivre et puis regarder au feeling. Après l'idée c'est aussi de regarder, on sent assez bien si la FTP est largement sous-évaluée ou surévaluée lorsqu'on planifie ses entraînements et puis qu'on fait ses intervalles. Typiquement sur le home trainer, ça pardonne pas parce que lui il adapte automatiquement la résistance, donc on tient ou on tient pas hein, les intervalles qu'on fait. Mais je trouve qu'au cours des 2 dernières saisons, je trouve que ça correspondait franchement bien. Et puis maintenant, je planifie aussi tout mon entraînement de course à pied en me basant sur la puissance avec le capteur Stride. Et là aussi, le logiciel Stride permet une estimation automatique de la FTP ou de la CP en course à pied. Et donc du coup, cet algorithme-là aussi est précis.
Le protocole de test de FTP en course à pied, il est un petit peu moins contraignant qu'un FTP à vélo. Il faut faire entre 20 minutes et 30 minutes, voire un peu plus, à intensité, comme si on allait en compétition sur 1 heure. En course à pied, c'est un test de 3 minutes, récupération 9 minutes. Donc c'est un petit peu moins exigeant en termes de charge d'entraînement, mais somme toute, je trouve que l'algorithme de Stride correspond bien aussi à l'évolution de ma FTP en course à pied. Donc maintenant, ça permet de faire ses entraînements fractionnés, ses entraînements par intervalle sur son vélo ou à pied, et puis d'avoir automatiquement sa vue de FTP qui varie, et puis de prendre en compte les variations, et si ça paraît pas complètement aberrant, de continuer à travailler avec ça. Donc probablement que je vais plus me fier à ces algorithmes-là sur la saison prochaine. Ce que je rappelle tout le temps, mais ça c'est ultra important, et en tout cas pour l'estimation de la FTP sur le vélo, c'est d'avoir un capteur de puissance évidemment, et puis d'avoir une ceinture cardio et pas d'utiliser le cardio optique sous la montre pour estimer sa fréquence cardiaque, parce que le niveau d'imprécision est tel que là vous allez vous retrouver soit avec la FTP de Chris Froome, soit avec la FTP d'un junior qui commence le vélo. Donc voilà, c'est important de vraiment utiliser une ceinture cardio pour mesurer ça. Donc voilà, à voir en fonction. Je pense que c'est bien de faire un test au début de la préparation pour vraiment avoir des données de base pour travailler ces fameuses semaines d'endurance, pas être trop en endurance mais pas être trop bas non plus, et puis ensuite de laisser évoluer les chiffres s'ils évoluent à peu près en fonction de ce qu'on ressent, et puis d'espacer peut-être les tests pour ceux qui veulent vraiment en faire, mais là on peut se permettre d'en faire toutes les 8-10 semaines du coup si l'évolution, le trend de détection automatique il est cohérent. Mais en tout cas, ce sera intéressant parce que je savais pas, j'avais même pas regardé le calendrier sur le planning du club. Moi, je pensais venir m'entraîner avec le club demain soir, donc du coup, ça fera une estimation de VMA. Et puis, je pense que là, mon Stride va se donner à cœur joie de me définir une nouvelle FTP de course à pied, parce qu'il aime bien ces entraînements-là qui sont très soutenus, et puis avec des intervalles plutôt courtes et plutôt régulières pour établir des nouvelles valeurs de FTP. Je verrai si au cours des dernières semaines, ça a évolué ou pas. Alors, vu la mosaïque que j'ai devant moi, je crois que tu n'étais pas le seul à pas te souvenir qu'il y avait un test demain. Je crois qu'Arnaud aussi, il était un petit peu surpris. J'étais plus déçu que surpris. Parce qu'en effet, je ne pourrais pas être présent. Hein. On a comme on l'a dit, des exigences ou des rendez-vous professionnels pour le coup, là, celui-là. Donc je pourrais pas. Et c'est bien dommage. C'est que partie remise, Arnaud. Hermano, toi, on n'a pas parlé de tes tests. Est-ce que tu fais des tests en labo, par exemple, pour ton objectif marathon l'année passée, ou est-ce que tu te contentais, entre guillemets, de tests sur piste, ou alors sur un 10 km, ou parcours de référence ? Alors, ce qu'on fait en général, enfin ce qu'on faisait avec Paul, mon coach, c'est que avant de commencer une préparation, on prenait 2-3 semaines de pré-préparation, remise en forme, parce que souvent ça coïncide avec une période de pause, donc remise un petit peu en forme, reprise un petit peu de l'allure en course à pied. On faisait un test sur piste de 30 minutes. On en a parlé la dernière fois quand on parlait justement des exercices à faire pour pouvoir faire ce genre de test. Lui, c'est plutôt un adepte du test de 30 minutes. Donc on faisait un test de course à pied de 30 minutes. Quand j'étais en prépa Ironman, on plaçait aussi pas trop loin un test en natation. Et puis après, au trimestre, je me débrouillais pour faire un test sur tapis. Donc là, en test en labo avec mesure de l'acide lactique et éventuellement spirométrie, de manière à avoir des valeurs un petit peu plus fiables pour continuer sur la préparation qui, en général, sur Ironman, tu l'as dit, hein, s'étale sur 5-6 mois. Donc à la fin du premier trimestre, tu es déjà réputé être un petit peu plus en forme et pouvoir te baser sur ces valeurs-là pour terminer la prépa sur les 3-4 mois qui restent. Ok, donc de nouveau des mesures sur piste concrètement sur le terrain et pas forcément de mesures VO2 en labo Non, pas dans un premier temps, plutôt après le premier tiers de la préparation, on va dire. Ok. Bon, apparemment, c'est des plans qui fonctionnent, hein, donc de préparer ça avec une mesure VMA sur piste, etc. Je pense pas que c'est absolument indispensable d'avoir une mesure de VO2 faite en labo pour pouvoir être performant. Ça donne peut-être quelques précisions, peut-être sur ces zones, exactement où on est en aérobie, anaérobie, en filière glucidique, lipidique, etc. Mais je pense qu'on arrive vraiment, on en a parlé lors d'un épisode il y a pas longtemps avec Hermano, hein, sans aller
avec du matériel de laboratoire sans aller faire des études complexes, réussir déjà à trouver ses allures et puis à bien planifier son entraînement, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire déjà à ce niveau-là. Et quand on sera performant à ce niveau-là, on pourra aller au labo pour gagner les pourcentages qui restent. Non, mais d'un autre côté, comme le rappelait Arnaud, le test en labo est aussi très très pratique pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres problèmes que l'on ne voit pas forcément sur un test sur piste ou sur un test en piscine. À savoir, si l'on n'a pas de contre-indication médicale à la pratique du sport et particulièrement du sport d'endurance en compétition, parce que bon, rappelons-le, un Ironman c'est entre 8 et 16 heures ou voire plus, et c'est pas forcément donné à tout le monde, en tout cas aux gens qui ont un petit problème de santé qui n'a pas forcément été détecté avant. Ah non, c'est sûr, parce qu'on rappelle aux auditeurs qui ont l'habitude de devoir fournir un certificat médical avant d'aller faire leur compétition. Ici en Suisse, on n'exige pas ça, ni pour avoir la licence au niveau de la fédération, la licence annuelle, ni pour l'inscription aux compétitions. On n'a pas besoin de certificat médical. Donc la responsabilité incombe à l'athlète de se savoir en bonne forme pour aller sur une compétition. Puis on rappellera jamais assez qu'il faut faire régulièrement des contrôles médicaux. Pourquoi pas un ECG à l'effort, c'est quand même le mieux pour essayer de détecter le plus tôt possible des anomalies ou des choses qui pourraient devenir graves avec la pratique du sport. Il y a Arnaud qui aimerait ajouter quelque chose. Ouais, exactement. Bah, sur ce point-là, c'était ça. Hein. C'était justement un ECG que j'avais fait dans un établissement. Alors, c'était une annexe sportive à un CHU, pour le coup en France. Et c'était un petit peu ça, parce qu'on a beau faire des séances sur piste, par exemple, si je prends juste la course à pied, c'est difficile de se dire, OK, là, je suis en zone rouge vraiment, ou c'est mon max, quoi. Et c'était un petit peu ça l'idée, c'était d'arriver dans ce 70.3 et d'être rassuré en fait sur le fait que les sensations qu'on aurait indiqueraient pas forcément qu'il y a quelque chose de grave, mais au contraire que c'est simplement ça l'effort. Donc c'est vraiment, dans mon cas, c'était voilà, se rassurer et puis toujours apprendre un peu plus sur soi-même. Sauf que là, ben, t'es suivi justement par des pros avec des capteurs qui dépassent ton capteur Garmin, et auquel cas il y a une source de fiabilité qui est un peu plus sérieuse. Donc voilà, j'encourage clairement ceux qui et puis rien que le fait d'avoir un vrai regard médical sur les données, quoi, et pas simplement un algorithme qui nous dit qu'on a été moins bon que la séance précédente. Ouais, je pense que c'est un mix des deux, hein, mais je pense que c'est assez essentiel de le faire de manière assez régulière. Oui, ouais, c'est important. Vraiment important. La sécurité et la santé d'abord, avant la performance. Donc, on leur a dit et répété. Donc du coup, je crois qu'on a bien abordé cette question des plans d'entraînement. Moi, c'est vraiment un sujet, hein, comme je le disais en introduction, qui m'intéresse de plus en plus, cette planification d'entraînement. C'est pas seulement jouer avec des gadgets qui nous donnent des datas, mais c'est vraiment de les comprendre, de les analyser, puis de les utiliser pour devenir meilleurs, ou en tout cas essayer de faire un entraînement le plus qualitatif possible. Donc voilà, c'est des choses qui m'intéressent de plus en plus, et je pense que c'est des choses que, avec Hermano et sur le site web, je vais essayer de continuer à développer. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, d'autres choses à ajouter, messieurs, ça n'a pas l'air d'être le cas. En tout cas, personne se manifeste, donc c'est qu'on a absolument tout abordé. Je pense pas qu'on a tout abordé, mais je pense qu'on a tous partagé un petit peu ce qu'on avait à dire sur les plans d'entraînement. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour faire un petit peu le bilan de cette série de podcasts dédiés à la préparation Ironman, et puis de passer un petit peu en revue tout ce qu'on a pu apprendre, parce que personnellement, en tout cas, j'ai appris pas mal de trucs avec nos invités, avec nos discussions à partager avec vous, et ça, c'était intéressant parce que ce sera la semaine qui précédera le 11 juillet, date à laquelle on devait se rendre à Thun. Et puis je profite d'annoncer à nos auditeurs qu'avec Arnaud et Thomas, on sera le samedi du week-end en question, donc sur le parcours vélo de cet Ironman, et si la météo est favorable et puis qu'il n'y a pas de contretemps, eh bien on fera un petit compte-rendu de cette découverte du parcours de cet Ironman, donc du coup qu'on affrontera en 2021 avec Arnaud et Thomas, un peu sous forme de bonus pour les auditeurs du podcast. Donc on se retrouvera à ce moment-là, mais moi je vous donne déjà rendez-vous dans 2 semaines pour faire un petit peu le débriefing de toute cette série de podcasts, et puis de revenir un petit peu sur tout ce qu'on a appris.
À dans 2 semaines. Et puis à la semaine prochaine pour un épisode de la série régulière de nos podcasts, Greg. Oui, alors tout à fait. On se retrouve mercredi prochain, 16h, pour le prochain épisode de la saison régulière du podcast. Avec plaisir. Merci à tous pour cet épisode et puis à bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Ciao. Ciao.